Bonjour, je suis Yuri Burati, je suis le directeur général de la filiale dédiée aux monuments historiques du groupe Angélis. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système d'investissement en ASL ou en VIR. ASL, Association syndicale libre, VIR, vente d'immeubles à rénover. Mais au préalable, je vais vous présenter rapidement le groupe. A tout de suite. Angélis Group est une société qui a aujourd'hui 19 ans d'expérience. Nous sommes spécialisés sur les fiscalités monuments historiques, Malraux, déficit foncier, Pinel ancien et de Normandie. Nous avons un siège social à Perpignan, un bureau parisien, nous sommes un peu plus de 40 collaborateurs et nous avons un capital social de 8 millions et 10 000 euros. Angélis Group, c'est plus de 150 opérations menées à terme et nous avons aujourd'hui un volant d'appartements en rénovation de 530 logements. La majorité de nos opérations se situent dans le top 10 des grandes villes françaises. Vous nous trouvez à Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Nice, à Montpellier, à Bordeaux et à Lille. Les activités du groupe se scindent en 6 départements. Le premier département, c'est la recherche foncière, donc permettant de faire le développement, d'acquérir des biens, les faire acquérir, les rénover et les vendre. Le deuxième département concerne la commercialisation. Nous nous appuyons sur un réseau de conseillers en gestion de patrimoine diplômés, donc nous avons un réseau de vente qui est totalement externalisé. Bien entendu, troisième département, la rénovation des immeubles. Quatrième département, la gestion locative, puisque nous proposons pour le compte de vos clients de s'occuper de toute la partie locative avec toutes les garanties nécessaires. Cinquième département, c'est la gestion hôtelière avec Angélis Resort, puisque nous avons de temps en temps au catalogue des hôtels à vendre, donc nous assurons derrière la gestion hôtelière. Et enfin, dernier département, Anodisrem, qui est une société de gestion qui va donc gérer des SCPI, bien entendu agréée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Quand vous investissez avec Angélis Group, vous bénéficiez de plusieurs garanties. Notamment, la première, qui me semble être la plus importante, c'est la garantie des travaux fixes et forfaitaires, quels que soient les aléas de chantier. Enfin, nous livrons les biens avec une garantie décennale, une biennale, une dommage ouvrage, une garantie fiscale et juridique délivrée par les plus grands cabinets d'avocats fiscalistes de France et évidemment la garantie de première mise en location, ce qu'on appelle la carence locative, sur fonds propres. Vous avez la possibilité, lorsque vous faites investir à vos clients ou vous-même vous investissez dans des produits rénovés, à obtenir un gain fiscal dès l'année d'acquisition, puisque ce sont des produits sur mesure. Vous verrez comment ils sont constitués. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'une vente en VIR. VIR voulant dire vente d'immeubles à rénover. Un investissement VIR dans l'ancien, c'est l'équivalent d'un investissement en VFA dans le neuf. VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que c'est l'opérateur, le promoteur, qui va vendre à votre client le foncier, l'immeuble dont il est propriétaire, et les travaux, évidemment, de rénovation. Donc, c'est un package foncier plus travaux. Et sur le compromis de vente qui va donc valider cette vente, eh bien, il sera indiqué la valeur du foncier, la valeur des travaux de rénovation et bien entendu les modalités de décaissement de ces travaux, cette fois-ci en fonction de l'avancement du chantier. Ça veut dire que si l'opérateur a avancé son chantier aux grosses œuvres, eh bien, sur le compromis de vente, il sera indiqué que, par exemple, c'est 30% du montant des travaux à décaisser, etc., etc. Ensuite, les frais de notaire, quant à eux, ils sont assis sur l'intégralité de l'investissement. Donc, leur base de calcul, c'est foncier plus travaux. Et on ne règle les travaux que conformément à l'avancement du chantier. C'est-à-dire que si votre client a un pic de revenus ou a une variation de revenus à la hausse ou à la baisse, eh bien, il ne peut pas choisir, lui, le montant des travaux qu'il souhaite décaisser. Et il faut faire attention à une chose, c'est que l'opérateur qui vous propose un contrat VIR et qui vous dit, voilà, il y a 30% possible à l'ouverture du chantier, il faut que le chantier soit effectivement ouvert. Si ce n'est pas le cas, c'est du pénal. Donc faites attention dans les contrats VIR qu'effectivement, sous la pression commerciale, l'opérateur ne cède pas en donnant une attestation d'ouverture de chantier avec le fameux décaissement des 30% dans mon exemple, si ce n'est pas le cas. C'est donc le notaire qui va appeler les travaux et qui réglera ainsi l'opérateur en fonction de l'avancement de ces derniers.
Une garantie financière d'achèvement est nécessaire, qui se substituerait à l'opérateur qui pourrait être défaillant. Et la plus-value, elle a comme assiette la totalité de l'investissement. C'est-à-dire que quand votre client va vendre son bien, la base sera foncier plus travaux comparé au prix de vente global et c'est cette différence qui sera taxée pour la plus-value. Les travaux ainsi acquis, ils ne peuvent pas se déduire d'une 2044 car ils sont assimilés juridiquement à du foncier puisqu'ils figurent sur le compromis du notaire. Donc, on ne peut pas faire une opération en déficit foncier en vire et encore moins une opération en monument historique en vire. Et on ne peut pas non plus faire une Malraux optimisée au déficit foncier si c'est une Malraux qui est vire. On ne peut pas faire un Pinel vire ancien optimisé au déficit foncier. Pour cette même raison, c'est que les travaux y afférents sont assimilés à du foncier et ne sont pas déductibles en termes de charges sur votre 2044. Voilà le principe et les premiers éléments d'un contrat vire. Maintenant, un investissement en ASL, ASL voulant dire Association syndicale libre, fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire que l'opérateur, dans ce cas de figure, il n'est pas propriétaire de l'immeuble. Il passe simplement un accord avec le propriétaire de l'immeuble, qui veut donc vendre son immeuble, et il va accepter, ce propriétaire-là, de vendre à la découpe, appartement par appartement, son immeuble aux investisseurs. Quand ce n'est pas un propriétaire en direct, c'est un marchand de biens qui, lui, va faire office de portage de l'opération. L'objectif, c'est qu'il y ait une scission totale entre le foncier et les travaux. C'est-à-dire que ce n'est pas l'opérateur qui vend le foncier, l'opérateur fait simplement les travaux. Et dans cette hypothèse-là, vous verrez que les travaux deviendront déductibles d'une 2044 et on pourra faire du déficit foncier et du monument historique. Pour chaque immeuble à rénover, une ASL est créée. Et cette ASL, finalement, c'est une personne morale déposée en préfecture avec des statuts, une assemblée générale annuelle et un président qui est lui-même un investisseur. Son objet à cette ASL, c'est de réunir tous ces investisseurs afin que ces derniers puissent avoir un seul contrat de rénovation, ce qui facilite beaucoup les choses puisque autrement, il faudrait faire un contrat de rénovation par client et chaque client ayant ses desiderata sur la manière dont on aménage le bien, l'opérateur, c'est impossible à gérer. Donc, un seul contrat de rénovation pour l'ensemble des copropriétaires réunis au sein de cette ASL. Et cette ASL a pour vocation que la rénovation d'immeubles. À l'issue de celle-ci, de cette rénovation, une fois que le bien est donc livré, l'ASL, elle est dissoute. Et ce qui est intéressant, c'est que les travaux sont décaissés sur le compte de l'ASL, ils ne sont ni sur le compte du promoteur ou de l'opérateur, et encore moins sur le compte des entreprises qui font les travaux. Les travaux sont donc sur ce compte de l'ASL et sont assimilés de ce fait à des travaux, tels que leur nom l'indique, donc déductibles fiscalement. En fait, le fait générateur de l'économie fiscale, c'est le versement des travaux sur le compte de l'ASL. Et on verra tout à l'heure, suivant un schéma animé, comment s'articule ce compte de l'ASL par rapport aux autres intervenants. La plus-value, quant à elle, en ASL, elle est assise que sur la valeur du foncier. Donc, plus importante que celle que l'on pourrait avoir en vire, mais la contrepartie, c'est des frais de notaire immédiats qui sont économisés puisqu'ils ne sont calculés que sur la valeur du foncier. Donc, il est intéressant de faire une opération en ASL parce que les frais de notaire sont moins importants et que la plus-value future, qui est à géométrie variable suivant les gouvernements, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas d'investissement parce qu'il y a une future plus-value à terme dont on ne sait pas quelles sont les modalités. Il y a un principe simple qui est de dire quand le fisc nous donne une opportunité d'économiser des sous, prenons tout de suite ces sous, et notamment par le fait que ces frais de notaire est une assiette mise uniquement sur la valeur du foncier. Bien entendu, dans les schémas SL, lorsqu'on fait un Malraux ou un Pinel ancien, on peut optimiser au déficit foncier une partie des travaux puisque ces derniers sont évidemment juridiquement considérés comme étant des travaux. Et en ASL, dernier point, on n'a pas de garantie financière d'achèvement puisqu'on vérifie, l'opérateur vérifie que chaque investisseur, avant qu'ils adhèrent de manière définitive à l'ASL, il faut que les investisseurs montent patte blanche et aient les fonds pour les travaux, soit par une offre de prêt purgée des délais de recours, des délais de réflexion, je veux dire, soit par des fonds propres qui sont nantis, entre guillemets, qui sont destinés aux travaux. Donc voilà les deux principes et les deux schémas ASL VIR, et je vais vous montrer maintenant précisément le fonctionnement d'une ASL pour que les choses soient parfaitement limpides. Donc on crée cette ASL, Association syndicale libre, dédiée à la rénovation d'un immeuble.
Et chaque investisseur va de manière obligatoire adhérer à cette ASL pour le montant des travaux de rénovation de son appartement. Ensuite, que fait cette ASL? Eh bien, elle va aller chercher un gestionnaire de fonds qui va donc gérer les comptes de l'ASL. Et ce gestionnaire de fonds, bien entendu, est assuré pour les fonds détenus. C'est-à-dire que même s'il venait l'idée de partir avec la caisse, eh bien les fonds détenus sont assurés. Et dans nos opérations, notre teneur de compte a une assurance pour une valeur de 90 millions d'euros de fonds détenus sur le compte des différentes ASC. Bien. Ce qui est intéressant à bien comprendre, c'est que le fait générateur de l'économie fiscale, c'est le paiement des travaux sur le compte de cette ASL. C'est-à-dire que votre client peut décider du montant des travaux qu'il souhaite décaisser sur le compte de cette ASL pour qu'il y ait une corrélation avec sa fiscalité. Pardon. Et s'il souhaite, au cours de la rénovation, varier un petit peu ce montant des travaux en fonction de la variation de ses revenus, il peut également le faire. Et chose importante par rapport à un contrat VIR, c'est qu'il peut décaisser les fonds travaux même si l'immeuble n'a pas commencé ses travaux de rénovation et ainsi bénéficier d'un gain fiscal conséquent. Ensuite, comment fonctionne la relation entre l'ASL et la société de travaux ou le contractant général? Eh bien, le contractant général ou la société de travaux va donc signer un contrat de rénovation dans lequel il est stipulé que le marché de travaux, autrement dit le montant des travaux proposés, il est ferme et définitif, quels que soient les aléas de chantier. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, ça fait partie des objections des clients qui vous disent, moi, j'ai fait rénover, je ne sais pas, une salle de bain, peu importe, une cuisine, l'artisan m'a dit que ça valait 5 000 euros et au final, avec les suppléments, j'en ai eu pour 7 ou 8 000 euros. Eh bien non, dans nos exemples et dans notre fonctionnement, le contrat que nous proposons aux investisseurs membres de l'ASL stipule que le marché de travaux est ferme et définitif, quels que soient les aléas de chantier. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on estime la valorisation de la rénovation, enfin le montant des travaux nécessaires à la rénovation d'un immeuble, eh bien on ne va pas démonter l'immeuble pierre par pierre. Donc on va faire une estimation, des carottages, tout un tas de choses qui font qu'on a une estimation qui est faite. Mais le fait que maintenant nous ayons 19 ans d'expérience dans la rénovation d'immeubles, le périmètre d'erreur, il est relativement faible. Donc on peut effectivement garantir pour le compte des investisseurs ce prix des travaux ferme et définitif. Ensuite, une fois qu'on a donc le mandat de l'ASL nous permettant d'être certain de faire donc cette rénovation avec un coût définitif, eh bien, nous allons chercher les entreprises qui vont donc réaliser tous ces travaux. Et pour éviter le dérapage des coûts, on va commander au préalable ce qu'on appelle un CCTP, un cahier des clauses techniques particulières, qui répertorie absolument tout ce qu'il y a à faire dans l'immeuble, de telle manière à ce que l'entreprise suive précisément les modalités de rénovation que nous souhaitons, ce qui permet de contrecarrer le dérapage des coûts. Une fois qu'on a dit ça, donc vous avez compris, il y a deux strates. La strate fiscale qui est le paiement des travaux sur le compte de l'ASL générateur de l'économie fiscale, et puis après il y a la strate exploitation qui est donc le fait de faire les travaux de rénovation. Donc quand mon entreprise, mettons mon entreprise de plomberie, a posé tous ses robinets dans son immeuble, elle va donc envoyer sa facture à qui? À la seule personne qu'elle connaisse, à savoir son donneur d'ordre, qui va donc recevoir cette facture. Donc, à réception de cette fameuse facture de mon plombier, eh bien, que va faire le contractant général, puisqu'il ne détient pas les fonds? Il va demander au président de l'ASL de bien vouloir honorer cette facture et donc de régler le montant de cette facture sur le compte, cette fois-ci, du contractant général. Avant d'ordonner le règlement de cette facture, le président de l'ASL, qui est assisté par le cabinet d'avocats fiscalistes, bien sûr, va mandater un architecte indépendant qui va aller sur le chantier vérifier deux choses. La première, c'est la présence effective de mes fameux robinets, et la deuxième chose, c'est que ces robinets soient posés dans les règles de l'art. Et donc, dans cette hypothèse-là, il va demander au gestionnaire de fonds de bien vouloir régler le montant de la facture sur le compte du contractant général. Ainsi, le contractant général peut régler l'entreprise de travaux. Donc, vous comprendrez aisément que même si, dans le cours du chantier, une entreprise devenait défaillante, premièrement, elle n'a pas les fonds. Deuxièmement, elle n'a été payée que pour le travail effectué qui a été fait dans les règles de l'art. Voilà comment on sécurise un investissement ASL et voilà ce qui est proposé
par le cabinet d'avocats fiscalistes qui garantit la bonne fin fiscale de l'opération, il impose ce fonctionnement d'ASL. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne un investissement en ASL ou un investissement en VIR, et je vous propose maintenant de voir nos opérations. Je vais vous présenter rapidement nos opérations et après, on en aura fini. Nos opérations sont situées dans des petites et moyennes copropriétés et évidemment, vous l'avez vu, dans des grandes villes de France. Et puis, en termes d'emplacement, bien entendu, nous sommes toujours sur du centre-ville et on sait tous ici ensemble que l'immobilier, avant l'avantage fiscal, c'est bien entendu l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. On a une couverture nationale puisque nous avons des opérations dans toute la France. Donc, il vous suffit simplement de choisir sur notre catalogue quelle serait l'opération qui pourrait convenir à votre client. Et on prend un soin particulier aux travaux de rénovation, puisque dans nos travaux de rénovation, il y a non seulement la toiture, ce qu'on appelle le clos et le couvert, la toiture et les façades, mais on a le gros œuvre, le second œuvre, les parties communes, les parties privatives. Et on met un grand soin pour les équipements, puisque vous apercevez qu'il y a des douches à l'italienne, visiophones, les parties communes sont décorées avec des miroirs, des tableaux, des luminaires un petit peu spécifiques, WC suspendus, qui redonnent finalement un caractère à ces immeubles qui est tout à fait intéressant. Et vous avez des cuisines équipées avec meubles haut, meubles bas, plaques vitrocéramiques, haute aspirante et tout l'équipement nécessaire pour le plus grand confort des locataires. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.